Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce tutoriel pour l'apprentissage à la création de modules sous Tabletop Simulator. Donc dans cette partie, nous allons voir le traitement de l'image une fois que tous les éléments du jeu ont été scannés. Donc on va s'intéresser aux jetons, aux tuiles, aux plateaux et aux dés sous GIMP. Donc à ce stade, vous devriez avoir plusieurs planches scannées de cartes, de jetons, de tuiles et même de tous les éléments un peu plus épais en bois ou en plastique. Je vous invite maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas, à aller télécharger GIMP, ou alors pour ceux qui utilisent Photoshop, vous pouvez continuer à l'utiliser, il n'y a aucun souci. Donc GIMP est très facile à trouver, il suffit d'aller sur le site et de télécharger directement la dernière version de GIMP et puis de l'installer. Donc on se retrouve juste après votre installation. Donc une fois que vous avez lancé GIMP après son installation, voilà un petit peu l'interface que vous obtenez. Donc je suis moi-même pas du tout expert de ce logiciel, mais par contre je connais bien les outils qu'il va falloir utiliser pour faire vos modules sous Tabletop et donc traiter les images pour les rendre correctes. Donc en gros, nous avons ici les outils. Donc les outils de sélection, donc sélection avec forme carrée, ronde, outils de sélection à main levée. Donc je vais me concentrer essentiellement sur les outils qu'on va utiliser. Donc il y aura forcément des outils de sélection pour découper les morceaux qui nous intéressent dans les images scannées. On va utiliser également les outils de déplacement. On va également utiliser les outils de rotation, parfois lorsqu'on a des éléments qui ne sont pas bien alignés. De redimensionnement, juste ici. On va peut-être utiliser des outils de déformation, donc ça c'est plus particulièrement dans le cas où vous avez pris des photos avec votre smartphone, par exemple sur un plateau, et que vous voulez lui redonner une forme bien rectangulaire. Ensuite on va utiliser les outils de clonage, donc pour répéter une forme à un autre endroit dans l'image. Et puis voilà, des outils de gomme. Je pense qu'on a fait le tour. Avant d'aborder le travail sous GIMP, je voudrais attirer votre attention sur comment traiter les différents éléments du jeu. Donc on parle ici de jetons, de tuiles, de pions et de plateaux, puisque tous vont être traités de la même manière, donc on ne parle pas des cartes encore. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut simplement distinguer quels objets, parmi tout ce que vous avez, ont des formes simples qui sont représentées dans le tableau au-dessus en blanc. Donc on a des formes carrées rectangulaires avec coins droits ou arrondis, des formes rondes, circulaires, ou des formes hexagonales dans le sens qui est représenté ici. Donc pour GIMP, mais surtout pour Tabletop Simulator, toutes ces formes représentent la même chose. Il ne fait pas de différence entre tuiles, pions ou jetons, ou plateaux. Donc ensuite, il faudra bien sûr s'occuper des rectos et des versos, donc traiter différemment le recto et le verso s'ils ne sont pas les mêmes, et tout exporter en JPG et non pas en PNG ou en TIFF qui sont des formats beaucoup plus chargés, beaucoup plus lourds que Tabletop ne va pas exploiter de manière optimale. Donc ensuite, pour toutes les autres formes irrégulières ou les formes qui ne sont pas parmi celles qui sont représentées à gauche, eh bien, on fera un découpage des images et un export en PNG pour qu'il puisse y avoir un fond transparent derrière les motifs de ces images. Voilà. Donc dans le cas où on a des jetons qui ont un recto différent du verso et avec des formes particulières, donc là ça sera un petit peu plus compliqué, mais je ne vais pas aborder la question maintenant, je vous montrerai quelques astuces pour les traiter. Nous voilà de retour sous GIMP et nous allons commencer à nous occuper des premiers éléments, donc en commençant par les plus simples. J'ai pris un exemple ici de scan de tuiles. Donc je fais directement glisser sous GIMP ou alors j'ouvre grâce à fichier, ouvrir, et je vais chercher le fichier dans son dossier. Donc ici on peut facilement naviguer sur l'image soit en cliquant avec le bouton central de la molette et en bougeant, donc ça c'est une première façon. Ensuite on peut zoomer en appuyant sur CTRL et en faisant bouger la molette, voilà. Et on indique vers quel endroit on zoome. Donc ça c'est très très pratique. Ensuite, normalement, si vous avez scanné de manière droite, vous n'avez que simplement à faire une sélection, ok, pour les formes qui sont carrées. Donc je vais prendre une sélection du type rectangulaire et je vais donc, en faisant bien attention
à ne pas dépasser. Donc je vais créer une sélection comme ça. Donc vous voyez ici, si je zoome, je vois qu'elle ne dépasse pas. Voilà, donc je rogne en général un petit peu, je laisse un petit peu de marge à l'intérieur de la tuile. Et je vais donc sélectionner la totalité de la tuile comme ça. Mais ici, on peut voir que si à gauche ça a l'air de bien se passer, plus on va à droite, puis un petit décalage qui se fait. Donc ça c'est normal. Il est vraiment très difficile d'avoir un scan droit au premier coup. Donc il y a deux options qui se présentent à vous. Soit vous essayez par tous les moyens de scanner de façon la plus droite possible, donc ça on l'a vu précédemment, mais la plupart des cas ça ne sera pas possible. Donc ce qu'il faudra faire, c'est une sélection en mettant quelques marges autour de la tuile, et on va sous-traiter cette tuile. C'est-à-dire que je vais faire un copier. Donc copier, je fais CTRL-C, et je vais coller ce morceau de tuile dans une nouvelle fenêtre. Donc pour cela, je fais un CTRL-SHIFT-V. Voilà, ça a créé une nouvelle image à partir de ma sélection. Et là, en fait, je vais devoir corriger l'angle en faisant pivoter l'image. Donc je clique sur cet outil-là, outil de transformation, désolé, je me suis trompé, c'est l'outil de rotation. Donc je clique n'importe où avec le bouton gauche, plutôt vers l'extérieur de l'image, et je la fais pivoter comme ceci. Je peux aussi régler directement l'angle avec les flèches ou en écrivant, mais bon, ce n'est pas nécessaire en général. Donc voilà, pour simplement arriver à un résultat correct, je ne fais pas des choses bien compliquées, je regarde juste par rapport à la limite de la fenêtre supérieure. Je fais attention que tout soit bien droit, donc ici c'est pas encore le cas. Voilà, j'utilise pas des outils bien complexes, il n'y a pas besoin en fait. Donc une fois que j'ai obtenu un résultat à peu près correct, je fais rotation. Hop. Et à partir de ce moment, je refais une sélection, comme tout à l'heure, en rognant un petit peu. Voilà. Et voilà, je sélectionne la totalité de la tuile. Et je crée à nouveau une image, ou alors, autre méthode. Soit je crée une autre image, soit je fais image, rogner selon la sélection. Voilà. Donc là, j'ai ma première tuile qui est détourée. Donc c'est très facile. Ensuite, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est que toutes les tuiles aient la même taille. Puisque, elles ont en théorie la même taille. Donc, je vais reprendre la sélection de l'image précédente que j'ai déjà faite, ici. Donc, je clique une fois au milieu. Donc, vous allez souvent faire l'erreur en pratiquant. Vous allez souvent annuler cette sélection. C'est pas grave, il suffit de la refaire. Voilà, et donc on peut la redessiner. Mais du moment qu'elle est dessinée, on peut la déplacer en cliquant dessus. Et lorsque les petits angles, les petits coins carrés apparaissent, c'est que je peux la déplacer. Donc, hop, je déplace la sélection vers le bas. Je déplace la fenêtre en cliquant avec le bouton central de la souris, et je refais une sélection avec ma deuxième tuile qui normalement n'est pas non plus bien orientée. Donc je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V. Lorsque l'on ajoute un nouveau objet dans une image, il va créer ce qu'on appelle un calque. Donc ça c'est le même principe que dans Photoshop. Vous avez des calques qui vont s'empiler les uns sur les autres, un petit peu comme des couches, comme des feuilles qu'on va disposer les unes sur les autres. Voilà, donc le projet en cours ici n'est pas vraiment une image, mais une composition d'images. Donc une fois que j'ai importé mon calque, je ne peux pas encore travailler dessus. Il faut d'abord que je le valide. Donc je vais cliquer bouton droit sur la sélection flottante ici, et je fais vers nouveau calque. Donc là, notre calque est bien existant. Je peux cacher des calques, comme ceci, en cliquant sur le petit œil, ce qui fait qu'on va voir apparaître un calque ou pas. Donc ici, je vois le calque qui est situé sous celui que je viens d'importer, et là, je vois le calque que je viens d'importer. Donc ici, ça va être le même exercice, on sélectionne bien le calque sur lequel on veut travailler, je sélectionne l'outil de rotation, et je fais la même chose que tout à l'heure, je me mets vers l'extérieur, je clique, et je fais pivoter en essayant d'avoir quelque chose de droit qui me paraît assez correct. Donc la rotation, je l'exécute. Et maintenant, avec l'outil déplacer ici, je vais pouvoir bien caler ma tuile pour qu'elle ait le même découpage que la précédente et qu'elle ne déborde pas. Voilà, comme ça, voilà, on a une tuile assez correcte. Une fois que j'ai fait ça, on voit les petites limites
de mon calque qui sont supérieures à celles de l'image. Donc on voudrait que tous les calques aient la même dimension. Donc pour ça, je vais dans calque. Et à partir de là, je peux faire toutes les opérations que je veux faire sur ce calque. Je veux rogner selon la taille de l'image. Donc je vais faire tout simplement calque aux dimensions de l'image. Hop, voilà, mon calque est bien dimensionné. Donc je répète cette opération sur les différentes tuiles. Et lorsque j'ai terminé, donc toutes les tuiles qui ont évidemment le même format. Et lorsque j'ai terminé, je vais traiter chaque tuile de manière indépendante et je vais les exporter une à une pour faire une tuile, une image. Donc pour exporter, c'est très simple. On va dans... alors j'ai oublié le menu, mais je vais vous faire... Voilà, c'est dans exporter, fichier exporter. Mais moi je fais avec un raccourci qui est beaucoup plus simple. Vous faites CTRL-SHIFT-E et ça exporte vers un dossier qu'on va choisir. Donc ici, mon tutoriel. Et je vais l'appeler tuile 1. Donc là, je vous invite aussi à bien nommer vos éléments avec le nom du jeu d'abord, etc. pour que tout soit bien classé et que votre travail soit facilité. Donc j'exporte en JPG, toujours en JPG. Et voilà le travail. Donc ça, c'est à faire pour toutes les formes de type carré ou rectangulaire, qu'elles aient le bord arrondi ou pas. Donc je vais maintenant prendre un autre exemple, en fermant cette fenêtre qui ne nous est plus utile, celle-ci aussi par ailleurs. Je vais m'attaquer à des jetons de type de forme ronde. Donc pareil, je le glisse, je l'importe, et voilà nos jetons. Donc ici ça va être la même chose. Je vais faire une sélection, mais alors comme la pièce est ronde, il y a une sélection typiquement faite pour ça. Donc sélection type elliptique, donc pour faire des formes rondes. Et là je vais faire un petit peu la même chose. Je vais zoomer par exemple sur ce jeton trésor, et je vais sélectionner comme si, voilà, en agrandissant ma sélection. Donc si je veux bien travailler, on choisit une forme vraiment symétrique, c'est-à-dire que je vais dans la taille, là, et je vais choisir exactement la même taille pour les deux jetons, la largeur et la hauteur. Mettons 1450 pixels. Ça, on a vraiment un rond. Voilà, on n'hésite pas à également rogner un petit peu sur les bords. Bon là, c'est peut-être un peu exagéré, parce que voilà, sinon ça va être compliqué d'avoir un rendu identique pour chaque jeton. Donc je fais un copier de la même façon, CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour créer une nouvelle image. Et ici, je vais également utiliser la rotation. Donc je vais aller sur un bord de l'image. Je vais essayer d'avoir une rotation à peu près correcte. Voilà, rotation. De la même manière, je vais faire redimensionner le calque aux dimensions de l'image. Voilà, parfait. Et maintenant, on a une image qu'on peut exporter en JPG. Alors vous me direz, mais en JPG, on n'aura certainement pas, on aura un fond qui va apparaître. Oui, mais Tabletop Simulator, si on lui indique qu'un jeton est rond, il va automatiquement enlever, retirer ce fond. Mais il est toujours plus prudent de créer un fond qui ait une couleur proche de celle du jeton. Donc on va utiliser l'outil de remplissage. On va prendre la couleur de premier plan, donc il y a une couleur de premier plan et de second plan. On prend toujours celle de premier plan. Et j'utilise ici la pipette pour piquer une couleur du jeton. Donc on va la prendre par ici. Voilà, ça devrait être correct. Valider. Et je vais remplir les différentes zones. Donc ici on voit qu'il aurait peut-être fallu prendre une couleur un peu plus sombre. Donc je vais refaire une sélection en tentant de prendre une couleur un peu plus sombre. Valider. Ah. Donc ici vous voyez quand j'ai cliqué sur colorier, il a pris également le contenu du jeton. Donc pour éviter ça, je fais un CTRL-Z pour annuler. Et ici je baisse le seuil. Donc c'est un seuil de tolérance pour savoir jusqu'à quel niveau de différence entre les pixels il peut prolonger la coloration. Donc on va lui dire un seuil assez bas, même très bas. Donc juste là, voilà. Imagine, on va dire que c'est correct. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'exporte mon image et je l'exporte. Je vais l'appeler jeton 1. Donc c'est ça peut paraître assez fastidieux, pardon, mais c'est comme ça qu'il faut procéder pour créer des jetons.
et des tuiles. Donc j'exporte. Voilà. Donc dans ce tutoriel, jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé de la dimension des images. Ici, en fait, il s'avère que l'image qui fait 1400 pixels de diamètre, enfin de hauteur et de largeur, est beaucoup trop grande et beaucoup trop lourde par rapport à ce dont on a besoin pour un rendu correct sous Tabletop Simulator. Donc, grosso modo, un jeton de cette taille-là, qui doit faire 3 cm en taille réelle, ce n'est pas la peine d'avoir cette taille, une taille aussi grande. Donc, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez sélectionné tout, et détouré tous vos jetons, donc on va faire celui-ci, par exemple, etc. Voilà, nouveau calque, je le pivote. Une fois que ceci est fait, eh bien, je redimensionne l'image entière. Pas besoin de le faire calque par calque. Comme ça appliquera le redimensionnement à chaque calque. Échelle et taille de l'image dans le menu image. Donc là, 1450, c'est bien supérieur à ce dont on a besoin. Donc je vous conseille à peu près, peut-être, on va dire, 300 pixels. Je vais tester. Mise à l'échelle, ça risque d'être un peu bas. Donc je zoome pour voir le résultat. En effet, c'est un peu limite. Donc je fais annuler. Et je redimensionne l'image, mettons à 600 pixels, ce qui est quand même beaucoup. Voilà. Donc on a un rendu correct, suffisant, voilà, pour cet usage-là. Donc dernière étape qu'on va appliquer aux jetons avant de les exporter, c'est qu'on va améliorer un petit peu l'image. Voilà. Donc idéalement, il faudrait faire ça avant de redimensionner. Mais ici, ça ne va pas trop poser problème. Donc en général, les images issues des scanners manquent de contraste. Et ça, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc pour régler cela, il va falloir le faire au niveau des couleurs. Donc la couleur va s'appliquer au calque et non pas à l'image. Donc il faudra répéter l'opération pour chaque calque. Donc couleur, luminosité, contraste. Donc ça, vous aurez à le faire systématiquement pour pratiquement tous les éléments que vous allez importer d'un scanner. Et ici, donc on voit luminosité, contraste. En général, je dis bien en général, c'est vraiment, il faut le faire à tâtons, faut vraiment essayer, puis voir si ça apporte quelque chose. Donc en général, excusez-moi, c'est l'inverse. On va baisser la luminosité et augmenter le contraste. Voilà. Donc je compare à avant. Vous voyez, c'est un peu moins terne. Ici, bon, peut-être un peu moins de luminosité. Et puis, ça a l'air assez correct comme ça. Peut-être que le contraste est un peu exagéré. Voilà. Donc après, c'est une question de goût. Mais ici, ça va à peu près. Donc je valide. Et pour appliquer les mêmes opérations à tous les calques, eh bien, je les prends un par un et je fais CTRL F. Voilà. Donc pas besoin d'avoir la vue sur le calque en question, vous pouvez le faire sur les calques les uns après les autres sans les voir, vous cliquez dessus, CTRL F, CTRL F, CTRL F. Ensuite, une fois que c'est fait, il faut aussi parfois, donc ce n'est pas toujours le cas, cela dépend de votre matériel, mais il faut en général un petit peu améliorer les effets de grain, les effets de bruit en fait. Le bruit, c'est quand on a des couleurs parasites qui vont être présentes sur les images, donc ici, elles sont un peu présentes. Donc je vais faire filtre, amélioration, réduction du bruit. Donc là, je vous conseille vraiment d'y aller avec parcimonie sur cet outil, parce qu'il rend l'image un petit peu floue. Donc réduction du bruit, par défaut il met 4, vous voyez c'est trop, l'image est floue. Donc ça supprime du bruit, mais l'image est trop floue. Donc en général, il vaut mieux se situer entre 1 et 2, et voilà, comparer avec l'aperçu. Vous voyez, ça donne un meilleur rendu quand même, quand on fait ça. Donc je valide, on va dire qu'on va appliquer la même chose à toutes les images, 2, et CTRL F, etc., etc. Et donc là j'ai une image qui est prête à être exportée. Donc je fais CTRL SHIFT E, j'exporte, jeton 1, j'écrase l'ancien, remplacer, exporter. Voilà. Parmi les éléments que vous aurez à découper, à détourer, il y a également des éléments qui ont des formes plutôt irrégulières ou inhabituelles. Ici, je vous prends un exemple de forme inhabituelle avec ce vaisseau. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser au passage un conseil. Si vous pouvez directement scanner vos punchboards avant de les avoir dépunchés, c'est encore mieux, ce sera plus pratique pour vous. Et de manière générale, quand on s'attaque à un jeton, il vaut mieux prendre la face
qui a été découpée, alors je ne sais pas comment on dit, mais pas la face arrière qui est plate. Donc la face avec un petit relief donne toujours de meilleurs résultats sur Tabletop Simulator. Donc si je m'intéresse à ce vaisseau, eh bien je vais devoir le détourer. Et bon, c'est un petit travail fastidieux, mais ça prend pas tant de temps que ça. Donc je vais utiliser l'outil de sélection à main levée. Je vais zoomer au maximum. Alors, voilà. Pour travailler de manière précise, je vais partir de l'endroit et je vais commencer à détourer en faisant des petits segments comme ça. Donc j'essaye de rogner un peu les bords toujours. Voilà. Lorsque je finis mon travail de détourage, je rejoins le premier point que j'ai cliqué et je clique une fois à l'intérieur de la forme. Je double-clique, pardon. Donc la forme est sélectionnée. On voit qu'ici qu'elle est en pointillé, enfin elle est en pointillé, oui, en surbrillance. Et je fais un CTRL-C. Et un SHIFT-CTRL-V comme tout à l'heure pour créer une nouvelle image à partir de ma sélection. Voilà. Donc forcément, il a créé un fond sous damier puisque l'image n'est pas carrée. Donc ici, on a vraiment une forme que Tabletop ne pourra pas détecter si on n'exporte pas cet élément en PNG pour créer un fond transparent. Donc premièrement, je fais comme pour les autres éléments, je vais régler la luminosité et le contraste. Donc je vous conseille d'appliquer exactement le même réglage de luminosité et de contraste pour tous vos éléments. Voilà, de même jeu. Hein. Ok, mettons, c'est correct. Je fais un petit traitement d'amélioration, réduction de bruit. Voilà. 2 suffira, valider. Et maintenant, je vais redimensionner cette image. Donc, on avait dit tout à l'heure quelque chose comme 400 ou 500 pixels. Ça devrait suffire. Donc, j'exporte cette image, CTRL-SHIFT-E, de la même manière que tout à l'heure, sauf qu'ici, je vais remplacer JPG par .png. C'est un format un peu plus lourd que le PNG, que le JPG, mais il gérera la transparence. Alors on va continuer ce tutoriel avec la construction des dés sous GIMP. Donc c'est une étape un petit peu plus compliquée que les précédentes. Donc si jamais vous avez des dés spécifiques à importer avec des faces donc qui ne sont pas des chiffres de 1 à 6 par exemple pour un D6, vous allez devoir passer par un template. Donc là je vous ai mis dans l'arborescence ici, l'arborescence de Steam. Donc vous pourrez trouver dans le répertoire Steam Apps, Common, Tabletop Simulator, Modding, Dice Template, vous allez tomber sur les modèles de dés. Donc c'est la façon dont les dés sont construits dans Tabletop Simulator. Et si on veut construire ses propres dés, eh ben, il va falloir, à partir des scans des différentes faces, reproduire ce modèle-là. Donc je vais par exemple utiliser un modèle d'un D6. Me voilà sur le scan des dés. Donc il va falloir, comme pour les pièces précédentes, que je détourne, que j'isole chaque face de chaque dé, donc si besoin. Donc par exemple ici, il n'y a pas besoin de détourer de manière précise le dé, juste récupérer le motif. Donc je vais par exemple faire une petite sélection elliptique comme ça, comme on a vu tout à l'heure, et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, et me voilà dans une nouvelle image. Donc je vais pouvoir récupérer comme ça toutes les faces de chaque dé. Si je veux, je les retravaille, mais c'est facultatif. Donc nous revenons. Alors ici j'ai créé
un modèle de fichier GIMP qui va vous aider à faire des dés à 6 faces. Donc je vais mettre ce modèle en ligne et vous le donner en lien dans la vidéo, comme ça vous pourrez le télécharger et l'utiliser directement. Ça vous fera gagner du temps. Donc dans ce modèle-là, vous voyez, j'ai mis des guides. Donc guides, en fait, ce sont des axes sur lesquels les objets vont automatiquement venir coller. Donc ça permettra de bien disposer ces faces pour qu'elles apparaissent bien au centre des faces de votre dé. Donc ces guides-là, pour information, pour en ajouter, on va dans Images, Guide, Nouveau guide, enlever tous les guides, etc. Donc c'est ici que vous pourrez régler vos guides, voilà, pour les faire apparaître. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir reproduire, c'est ceci. Donc vous voyez, j'ai mis une couche avec les motifs, le template de tout à l'heure, le template de TTS. Donc il va falloir mettre les motifs à la place de ces chiffres en respectant le sens, bien sûr. Donc je ne sais pas pourquoi TTS utilise deux faces avec les sens l'axe vertical inversé. La suite du travail va être du cas par cas, c'est-à-dire on peut choisir de prendre la totalité de l'image ou juste certaines parties si on estime que c'est plus joli de les mettre sur un fond uni. Là par exemple, j'ai choisi de ne prendre que mes parties bien foncées parce que le reste, bon, j'ai jugé que c'était pas la peine. Donc je vais essayer de vraiment augmenter le contraste pour ne récupérer que la partie sombre. Donc calque, couleur, luminosité, contraste. Je vais augmenter le contraste. Voilà. La luminosité. Donc, comme ça, on aura vraiment quelque chose de facile à récouper. Donc valider. Et au lieu de tout détourer, alors là ça risque d'être compliqué, ça va durer un petit moment, je vais utiliser la baguette magique, qui est un outil de sélection comme un autre, sauf qu'il se base sur la couleur en comparant les pixels 2 à 2. Donc je vais augmenter le seuil pour qu'il puisse, voilà, prendre la plus grande partie possible au plus proche du liseré noir. Et alors, lorsque je veux ajouter quelque chose à ma sélection, je maintiens la touche Shift appuyée, vous voyez un petit plus qui apparaît. Et si je veux enlever à ma sélection, je maintiens la touche CTRL appuyée. Donc en appuyant sur Shift, je vais ajouter les différentes parties de ma sélection. Donc, comme ça, en cliquant plusieurs fois, en essayant de s'approcher des zones à couleur homogène. Voilà, voilà. Pas besoin d'être ultra précis non plus. On essaye juste de voir que la sélection ne déborde pas à l'intérieur des motifs. Donc ici, ça a l'air pas mal. Donc là, en fait, ce qu'on veut récupérer, ce qu'on a sélectionné, c'est bien la partie blanche. Donc on veut la partie noire. Donc on va faire une inversion de sélection. Donc sélection inversée, tout simplement. Je fais un CTRL-C. Et pour voir ce que j'ai récupéré, je fais un CTRL-V. Donc ça crée un nouveau calque. Il va falloir que je le valide vers nouveau calque, comme tout à l'heure, comme on l'a vu plus tôt. Et je supprime, je cache la couche inférieure. Donc je vois que le motif est plutôt satisfaisant. Donc je vais le copier et je vais le coller dans mon outil d'aide que j'ai créé. Donc voilà, j'ai mon calque qui est créé. Et donc il faut imaginer ici que les faces des dés sont séparées, donc à la manière de ceci. Donc j'essaye de voir si la taille du motif est à peu près adaptée on va dire à la case, à la face du dé. Donc ici elle est un peu grande. Voilà, je vais partir sur une taille de 550 pixels, quelque chose comme ça, pour chaque face. Et je mets à l'échelle, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai redimensionné, donc je suis peut-être allé un peu vite. J'ai pris l'outil de redimensionnement, de mise à l'échelle. Je clique sur mon calque, et ici je peux régler la taille. Donc soit en étirant avec les angles, soit en réglant directement sur les touches haut et bas. Ensuite je fais mise à l'échelle, et ça redimensionne mon calque. Donc comme ça, je vais créer mes différentes faces. Et petit à petit, je vais constituer mon dé. Donc ce travail, je l'ai déjà fait. Et pour vous montrer le résultat, voilà ce que ça donne lorsque j'active toutes les couches. Donc, chaque couche égale une face. Et donc là, j'ai mon dé. Et lorsque mon dé est terminé, eh bien, je peux l'exporter comme je fais d'habitude. CTRL-SHIFT-E. Et puis, je lui donne un nom et je l'exporte. Et mon dé est terminé.